Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque lundi, c'est toujours Sauvons nos vies, bien évidemment. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec notre seconde interview également. Si vous souhaitez ne pas rater un seul moment de ce podcast magnifique, abonnez-vous sur votre plateforme de diffusion favorite, Apple Podcast, Spotify, bref, celle que vous voulez. Nous sommes disponibles partout. Nous avons également notre chaîne YouTube Sauvons nos vies. Vous avez vraiment tous les moyens, toutes les possibilités pour nous écouter si vous le souhaitez. Et également, si vous voulez nous laisser un avis, une remarque, une note, 5 étoiles, ce serait parfait. Ça fait toujours énormément plaisir. Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire également par le biais de notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Et si vous souhaitez intervenir par le biais d'une interview, par exemple, utilisez également cette page Sauvons nos vies LinkedIn pour échanger ensemble. Pour ce 7e épisode, nous allons parler avec Prévence. Sauvons nos vies, interview. Je reçois aujourd'hui Julien Charrier, directeur et gérant de la société Prévence. Prévence qui accompagne les entreprises à développer leur culture santé et sécurité pour réduire les accidents de travail et maladies professionnelles. Bonjour Julien. Bonjour Hugues. Ça va ? Écoute, ça va très bien, merci. Pour être transparent avec nos auditeurs, nous nous connaissons quand même depuis plusieurs années maintenant, puisque nous travaillons ensemble. Nous nous tutoierons donc pour cet échange ? Eh oui, bien sûr Hugues, on se connaît maintenant depuis 5 ans qu'on travaille ensemble. Ouais, 5 ans passés déjà. Pour démarrer, et avant de démarrer quand même l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours professionnel ? Alors mon parcours professionnel, il a démarré il y a plus de 20 ans maintenant, au sein du groupe Air Liquide, dans une filiale chimie, spécialisée dans la chimie, qui s'appelle CEPIC, basée à Castres notamment. Et c'est là où j'ai fait mes armes, comme on dit, 10 années sur un site Seveso, dans la chimie, où finalement mon travail principal, c'était de développer la culture sécurité. Mmh. Ensuite, au bout de 10 années, j'ai fait le choix finalement de m'orienter vers une autre entreprise. Alors, je souhaitais découvrir une entreprise différente, de par son organisation, de ce mode de fonctionnement. Et donc, je rejoins un groupe familial, le groupe Roulier, basé à Saint-Malo, dans des fonctions de coordinateur sécurité, multisite, dans le secteur des engrais. Et c'est avec mon ancien employeur, 5 ans plus tard, à l'occasion d'échanges, on va dire, sur mon avenir au sein du groupe, où ils m'ont fait des propositions. Et puis, ça m'a fait réfléchir un petit peu sur, mon avenir. Et là, je leur ai fait une contre-proposition, à savoir de créer la société Prévence. Et je leur ai proposé d'être mon premier client. Ce qu'ils ont accepté. Et ils m'ont même aidé à créer mon entreprise, à suivre différentes formations pour pouvoir créer l'entreprise. Donc, voilà un petit peu mon parcours professionnel qui m'a permis d'arriver à un moment donné à cette décision de créer Prévence. On va y revenir tout à l'heure. Je commence toujours mes interviews par poser cette question à mes invités. Quel est pour toi l'objet ou l'accessoire le plus révélateur en santé-sécurité ? Alors là, je dirais sans aucune hésitation, ça va être la petite lumière. La petite lumière, c'est un terme que l'on utilise beaucoup chez Prévence. La petite lumière est même matérialisée chez Prévence par des petites ampoules qui s'allument. Parce que finalement, c'est ce qu'on cherche à faire tous les jours, allumer des petites lumières, déclencher des électrochocs, comme on dit également chez Prévence, pour aider les personnes à faire évoluer leur comportement et réduire les accidents. Donc cette petite lumière me semble être l'accessoire le plus révélateur, le plus adapté dans notre métier. Ouais. Physique, la petite lumière ? Ah oui, bien sûr. Ouais, cette petite lumière, on en remet des milliers chaque année à nos participants. C'est un outil qu'on utilise et qui marque les esprits. Et c'est ça qui est important, qui marque aussi le changement dans les comportements. Allumer des lumières, déclencher des électrochocs, c'est notre raison d'être chez Prévence.
Ok. Donc, tu as parlé de ton parcours professionnel. En amont de ton parcours, justement, je sais que tu as été pompier volontaire. Et est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de faire de la sécurité et d'en faire ton métier ? Je sais pas si c'est ça qui m'a donné envie au départ, mais en fait, alors pourquoi je suis arrivé à ce métier de préventeur? Ouais, là, il y a quelques explications, hein. En fait, à l'origine, quand j'avais à peu près 12 ans, j'ai rencontré un copain de ma sœur qui était dans les sapeurs-pompiers et ça m'a donné envie d'intégrer les sapeurs-pompiers. Alors, j'ai commencé comme jeune sapeur-pompier volontaire, jeune sapeur-pompier dans un premier temps, de l'âge de 12 ans jusqu'à 16 ans. Et puis, à l'époque, on rentrait comme sapeur-pompier volontaire à partir de 16 ans. Et donc, quand j'avais 12-13 ans, je m'étais dit, finalement, je rentrais comme jeune sapeur-pompier, puis pompier volontaire, et puis je vais faire un bac chimie, parce que j'adorais la chimie. Voilà, j'avais un professeur au collège, Madame Brochoir, qui m'a transmis cette passion de la chimie. Et je m'étais dit, donc je ferai un bac chimie, puis après un DUT hygiène sécurité à Bordeaux, pour me spécialiser dans les sapeurs-pompiers, dans le risque chimique. Et puis après, je ferai des études supérieures encore pour pouvoir devenir officier sapeur-pompier, spécialisé en risque chimique là encore. Voilà, donc à l'âge de 12-13 ans, voilà, je m'étais fixé un petit peu le cap jusqu'à 25 ans. Et tout s'est déroulé comme prévu, ou presque, puisque après mon DUT hygiène sécurité, je n'avais plus de possibilité de financer mes études. J'avais en quelque sorte un peu cramé tous les budgets que les banquiers voulaient bien m'accorder pour faire mes poursuites d'études. Donc j'étais obligé d'arrêter les études et commencer à travailler. Et donc j'ai passé le concours d'officier de sapeur-pompier, le concours de lieutenant, concours externe, que je n'ai pas obtenu. Alors là, c'était la grande claque de ma vie. Il a fallu travailler et j'ai mis quelques mois à trouver une entreprise où je pouvais découvrir un peu le métier dans le domaine de la sécurité. Et donc, c'est le groupe Air Liquide, la société CEPIC, qui m'a offert cette possibilité. Et 6 mois plus tard, je me suis posé la question, est-ce que je repasse ce concours d'officier ou pas? Et en fait, j'ai jamais repassé parce que je suis tombé amoureux du métier de préventeur et travailler sur la culture sécurité. Voilà comment je suis arrivé à ce métier de préventeur. Comme tu le dis, tu as préféré faire du préventif que du curatif, c'est ça? Alors, c'était pas forcément le choix au départ. Oui. Mais finalement, c'est quand même plus vertueux, je pense, de travailler en amont pour éviter les accidents plutôt que d'intervenir une fois que l'accident s'est produit. Ça, c'est clair. D'accord. Et donc, tu t'expliquais tout à l'heure, par rapport à ton parcours professionnel et tes expériences chez Air Liquide puis chez Roulier, qu'est-ce qui t'a orienté là pour passer le cap de la création d'une entreprise qui a été Prévence? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, le déclic de te dire bon allez, c'est ça qu'il faut que je fasse? Au début de ma carrière chez Air Liquide, j'étais loin d'imaginer de pouvoir animer une journée de formation entière tout seul. Moi, j'étais plutôt quelqu'un d'introverti. J'imaginais pas pouvoir animer comme on peut être amené à le faire aujourd'hui chez Prévence. Mais au fil des années, chez Air Liquide, j'ai eu plusieurs responsables qui m'ont transmis un peu, je dirais, cette fibre dans l'animation, dans le management, dans l'entrepreneuriat. Et puis le groupe Roulier, qui est un groupe à très forte culture entrepreneuriale, qui, je pense, m'a aussi donné cette fibre par la suite, de façon progressive. C'est tout ce mélange-là qui m'a permis de me dire un jour, tiens, pourquoi pas, je vais créer mon entreprise et puis je vais aider les industriels à développer leur culture sécurité, puisque c'est ce qui me passionne avant tout. Alors, j'ai pas fait d'études de marché, ça a été un déclic un jour et puis c'était parti. Et pour te lancer, combien de temps il t'a fallu pour entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où voilà, t'as quitté Roulier pour démarrer? Je dirais à peine une année, ça a dû être vers 8-9 mois à peu près, c'est le temps qu'il faut pour accoucher en général. C'est ça. À peu près 8 à 9 mois. À peu près, ouais. 9 mois on va dire. Ouais. Oui, parce que en fait, le temps de former mon successeur, donc j'ai fait un préavis un peu plus long que d'habitude, on va dire. Donc voilà, il m'a fallu 9 mois entre l'idée et puis le vrai lancement. Et donc là, on se positionne en 2011, c'est ça? C'est ça, en mars 2011, le lancement. Et quand tu te lances,
Raconte-nous un peu tes débuts, ton premier client, tes premiers clients, les principales difficultés que tu as pu rencontrer. Alors, du coup, mon premier client, c'était le groupe Roulier. Le groupe Roulier, ce qui aide bien au démarrage quand on crée une entreprise. Et puis après, progressivement, d'autres clients qui se sont greffés. J'ai notamment en tête la société Gentil, basée à Rennes, qui était un de mes premiers gros clients également. À l'époque, j'intervenais, on va dire, 2-3 jours par semaine. Et puis surtout, je travaillais à côté le développement des différents services que je souhaitais proposer. Et c'est là où je passais la plus grande partie de mon temps. Mmh. Je me rappelle très bien une période, parce que donc, comme je l'ai dit, j'ai démarré en fin mars 2011. Donc l'activité était plutôt bonne, je dirais, jusqu'à fin d'année 2011. Et puis la première quinzaine de 2012, les 15 premiers jours de janvier, où là, j'ai eu un grand moment de solitude. Pas de mail, pas de coup de téléphone, à tel point que je m'envoyais des mails et je me demandais à ma femme de m'appeler pour m'assurer que tout ça, les outils fonctionnaient bien. Mais voilà, c'était un grand moment de solitude. Est-ce que j'ai bien fait de me mettre à mon compte? Enfin voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Et puis donc j'ai commencé à faire un peu de prospection. Et puis quelques jours plus tard, il y a eu de nouveaux projets qui se sont lancés. Et puis depuis, j'ai jamais revécu ce moment de solitude. De 15 jours sans mail ni coup de fil. Voilà, c'était long ces 15 jours. Je me revois encore, j'étais basé à l'époque à la pépinière d'entreprise à Saint-Malo. Je me revois encore dans mon bureau à me poser 1000 questions. Ouais. J'imagine, ouais. Mais j'ai pas revécu cette situation. J'ai la chance de pouvoir d'obtenir par la suite différents échanges et contrats et missions. D'accord. Qui m'ont permis vraiment de lancer l'aventure. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, je me mets dans la peau d'un manager sécurité, d'un chef d'entreprise, d'un directeur qui nous écoute et qui nous dit, d'accord, ok, Prévence accompagne les entreprises pour déployer une culture santé et sécurité. Alors, quelles sont les premières étapes chez Prévence pour justement accompagner les entreprises dans le déploiement de ces deux démarches? Alors, je dirais, on a deux grandes approches. La première, l'entreprise qui est très claire sur sa feuille de route, qui a les idées très claires de cette situation et de ce qu'elle souhaite faire. Auquel cas, elle nous propose un cahier des charges pour lequel on va lui proposer différentes solutions. Mmh. Ça, je dirais, c'est 1 cas sur 4 aujourd'hui à peu près. Et dans 3 cas sur 4, ce que l'on propose, c'est de démarrer l'aventure par une phase de diagnostic, un diagnostic culture, santé, sécurité, qui va permettre de bien comprendre le niveau de maturité de notre partenaire, ce qu'il a déjà fait, son histoire, son style de management, son organisation, etc., et lui proposer une feuille de route la plus adaptée pour les années à suivre. Et ensuite, ça va d'aider notre partenaire à déployer cette feuille de route concrètement avec les équipes. Bien souvent, on est sur des feuilles de route de 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans, voilà, mais qui démarre par une phase de diagnostic. Ça, c'est à peu près 3 cas sur 4. Ouais, le diagnostic permet de positionner les différents curseurs sur les thèmes abordés qui permettent de déployer la culture en sécurité et santé, c'est ça? C'est ça. En fait, on ne fera pas du tout la même chose en fonction des niveaux de maturité, mais également en fonction de l'organisation, en fonction du style de management, des ambitions du dirigeant, ouais. De l'histoire, de ce qui a déjà été fait sur le site. Donc, la particularité de Prévence, c'est d'adapter en fonction des besoins et en fonction de tous ces ingrédients, d'adapter la feuille de route. À la carte. À la carte. En fait, on ne fonctionne que avec du sur-mesure et à la carte. Ouais. Et après, ça dépend aussi de l'ambition de l'entreprise. Et c'est ça qui va définir aussi le délai. Comme tu dis, ça peut être 3, 4, 5 ans. Tout dépend de l'ambition, des moyens aussi que l'entreprise a pour les déployer. Et des moyens, en termes de staff, en termes de fonctions sécurité présentes ou pas. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et c'est ce diagnostic qui permet d'avoir des idées claires sur ce qui sera le plus adapté pour eux. Et après, c'est l'entreprise qui définit effectivement son déroulé, son avancement et le timing associé, c'est ça? Tout à fait, et on les conseille, on les aide par rapport à ça. Quel type d'entreprise et quel domaine d'activité? Alors, quel type d'entreprise? On est à 90% dans le secteur de l'industrie. Alors, tout type de secteur industriel, aussi bien dans l'agroalimentaire,
dans la chimie, dans la métallurgie, dans le secteur des déchets. Enfin voilà, alors, je dis souvent, d'ailleurs, il y a un dénominateur commun à toutes ces entreprises, c'est qu'elles sont toutes concernées par l'humain et le management. Et comme Prévence travaille essentiellement sur l'humain et le management, quel que soit le secteur d'activité, Prévence peut les accompagner. On accompagne également des entreprises qui sont pas du tout dans l'industrie. J'ai notamment en tête, par exemple, un aéroport, un réseau de bus, une collectivité territoriale, des entreprises qui sont un peu plus loin, un peu plus éloignées de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'industrie. Un peu moins quand même le tertiaire. Oui, même si on retrouve du tertiaire dans toutes les industries également, Bien sûr. Des entreprises et des grands groupes qui souhaitent développer leur culture sécurité, travaillent également sur leur secteur tertiaire au sein de l'entreprise. C'est indispensable puisqu'elles sont en lien permanent avec les équipes opérationnelles. Il est important que cette culture sécurité soit développée à tous les niveaux dans l'entreprise. Donc, indirectement, par le biais des industriels, on travaille aussi dans le secteur du tertiaire. Parce que le terrain, on va dire glisse jusque dans la partie administrative. Mais une société à 100% tertiaire, je pense pas qu'aujourd'hui elles aient encore, ces entreprises-là, le réflexe, peut-être parce que effectivement elles connaissent pas d'accident, mais en termes de santé aussi au travail, c'est important. Mais je pense qu'elles n'ont pas encore aujourd'hui le réflexe de s'engager sur une démarche de ce type, non ? Oui, je pense aussi, de par leurs expériences, elles n'ont pas vécu ça par ailleurs, donc elles n'imaginent pas ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Bien souvent, des responsables me disent « Mais comment voulez-vous que j'évite les accidents ?» C'est les personnes sur le terrain qui font pas attention. Nous, on déclare les accidents. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Oui. C'est ça. Ben c'est ce qui frustre un peu aussi, c'est pour toutes les personnes qui s'occupent de la sécurité dans les entreprises, ce qui est le plus frustrant, et je l'ai vécu, c'est effectivement d'être en face d'accidents du travail qui sont quasiment uniquement sur le facteur humain. La personne n'a pas fait attention, elle courait, elle était pressée, bref, et on a souvent plutôt tendance à trouver des solutions techniques aux accidents, en majorité, et face à des accidents de cause d'origine humaine, eh bien, moi je me rappelle, j'étais un peu dépourvu. Ouais, tout à fait. C'est un réflexe naturel. On a le sentiment que pour éviter les accidents, il va falloir mettre en place des solutions techniques. C'est ça. Des barrières, des garde-fous, etc. Bon. Alors, il faut le faire, et c'est un volet incontournable dans le sens où d'abord il y a de la notion de conformité réglementaire. Ça permet d'éviter les accidents, mais ça ne suffira pas à éviter tous les accidents. L'exemple que je prends bien souvent d'ailleurs, imaginez que vous ayez un véhicule de fonction avec toutes les options sécurité possibles, imaginables, même les plus farfelues, on va dire, détecteur d'endormissement, airbag à outrance, détecteur de piétons, etc., etc. Toutes les options sécurité possibles, imaginables. Vous rentrez dans cette voiture hyper sécurisée. Est-ce que pour autant, vous regarderez toujours dans vos rétroviseurs, etc., etc. Le facteur humain a une place très, très importante dans les accidents. Et on le voit aussi dans les entreprises qui ont développé depuis plusieurs années, on appelle souvent ça l'amélioration continue, donc qui se retrouvent beaucoup sur la technique, et qui, à un moment donné, au bout de quelques années, se retrouvent à un plafond de verre, effectivement, d'accidents. Et ils ont vraiment besoin et envie de continuer de progresser, sauf que après, il faut avoir les clés, quoi. Oui, là, on est sur un juste équilibre à trouver entre l'aspect, on va dire, les aspects techniques, les aspects organisationnels et sur l'humain. Voilà. Et la mission de Prévence, c'est d'aider les entreprises à travailler sur l'état d'esprit sécurité, alors individuel, mais aussi, et bien sûr, collectif au sein de l'entreprise. État d'esprit sécurité. Donc on a parlé des types d'entreprises, du domaine d'activité que Prévence, on va dire, accompagne. Le champ d'action, il est national, européen, international aujourd'hui ? Alors je dirais en grande partie national, mais de plus en plus nous intervenons à l'étranger, dans différents pays. Pour 2023, on est intervenu notamment en Espagne, au Maroc, au Canada, aux Pays-Bas, en Angleterre. Gros projet qui a démarré en Allemagne. Voilà. Alors, on n'a pas forcément vocation, je dirais, à se développer à l'étranger,
mais ce sont nos partenaires français qui ont des sites à l'étranger, qui nous invitent, qui nous incitent à aller également en mission à l'étranger. C'était pas un objectif initial, c'est plutôt des partenaires qui, ayant des sites à l'étranger, nous ont demandé de les accompagner aussi sur ces sites-là, c'est ça en fait. Exactement, et puis pour assurer une certaine homogénéité dans le développement de leur culture sécurité à l'échelle du groupe. Ou des branches. Alors, je reviens à tout à l'heure. Je suis directeur, responsable sécurité. Je me dis, bon, ok, je vais démarrer une démarche santé-sécurité au sein de mon entreprise. Il faut combien de temps pour commencer à avoir des résultats, des fruits, une baisse d'accidentologie dans mon établissement? Alors, on est dans un domaine où c'est pas une science exacte. C'est sûr qu'à partir du moment où on va investir de l'énergie, on attend un retour sur investissement. Or, ce retour sur investissement va être très variable selon comment va être déployé le projet. Et je dirais, il y a un ingrédient majeur dans tout ça, ça va être l'implication de la direction dans le projet. Son implication dans le projet et puis après, par la suite, au quotidien avec les équipes. Comment ce dirigeant, alors je dis ce dirigeant, mais ou ces dirigeants et les managers, on va dire, principaux, vont impulser la démarche. Se l'approprier, l'impulser et finalement embarquer leurs équipes dans le projet. Ça, c'est le point le plus important et qui permettra d'obtenir les meilleurs résultats. Après, régulièrement, on est confronté à des perturbations que j'appelle plutôt des perturbations conjoncturelles. Par exemple, un renouvellement de staff, un renouvellement de dirigeants, un gros projet en parallèle. Le Covid était aussi un perturbateur, une réorganisation, etc. Et toutes ces perturbations peuvent être amenées à perturber également les résultats sécurité. Bon, donc c'est un peu difficile de répondre à cette question dans le sens où, voilà, pour certains groupes, il faudra quelques années. Pour d'autres, en quelques mois, on voit des résultats s'améliorer de façon remarquable. Ça dépend aussi si on travaille à l'échelle d'un site ou à l'échelle d'un multisite, s'il y a une inertie à l'échelle du groupe ou pas, en fonction du degré d'autonomie des sites vis-à-vis du groupe. Tout ça, ce sont des paramètres qui influenceront, on va dire, les résultats au bout du compte. D'accord. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à un dirigeant ou un manager pour justement faire progresser son organisation en santé-sécurité? C'est quoi les principaux facteurs de réussite, quoi, aussi? Eh bien, ça va être de travailler sur les capacités managériales. Pourtant, c'est la capacité du manager à incarner la sécurité sur le terrain. Alors, c'est pas simple, du jour au lendemain, d'arriver à incarner la sécurité pour que son équipe se préoccupe, le ressente et se préoccupe de la sécurité au quotidien. On évoquait tout à l'heure, la personne sur le terrain qui, à un moment donné, veut faire vite, veut intervenir, par exemple, sur une machine et a un accident. On va dire c'est du comportement, c'est de sa faute. Oui, on pourrait être assez réducteur comme ça, mais en fait, il y a tout un état d'esprit derrière, c'est-à-dire, ce type de pratique, comment le manager de proximité, notamment, gère ça au quotidien quand il le voit. Comment il réagit par rapport à ça. Comment il prône la sécurité, comment il montre que c'est une vraie valeur dans l'entreprise, que c'est sa priorité. Et donc, on travaille beaucoup sur la notion de leadership sécurité, cette capacité que les managers peuvent avoir pour influencer leur équipe, pour qu'elle soit dans le meilleur état d'esprit sécurité possible sur le terrain, et que toutes ces petites erreurs du quotidien qu'elles peuvent être amenées à faire en temps normal, que là, finalement, elles ne les fassent pas, et qu'elles fassent plus attention à la sécurité au quotidien. Faire ressentir aux équipes que leurs managers sont impliqués dans la sécurité et la santé. Déjà. Ce que je dis souvent, c'est de quoi il vous parle, votre chef? Alors, les gens me disent, je sais pas, de performance, de qualité, etc. Il vous parle de ce qui est important. Ah oui, un manager, il parle de ce qui est important à ses équipes. Et est-ce qu'il vous parle de sécurité? Et il y a encore aujourd'hui des entreprises où les managers parlent assez peu, voire même pas, de sécurité au quotidien à leurs équipes. Et si ce n'est pas la priorité du manager, ça ne sera pas la priorité du salarié. Exactement. Le salarié va se positionner au niveau d'exigence du manager, de son manager. Je partage complètement. Ouais. Qu'est-ce qui différencie, pour toi, Prévence des autres cabinets, parce qu'il y a plein d'autres cabinets qui déploient aussi la santé et la sécurité. C'est quoi la différence entre Prévence et les autres, la spécificité ou les spécificités? Alors déjà,
présentation de Prévence. Prévence, on est aujourd'hui une équipe de 27 personnes. Et donc avec Johan, nous sommes deux directeurs associés. Nous avons structuré l'équipe avec des fonctions de consultant coordinateur, de consultant formateur, de formateur. On a également des fonctions support dans l'équipe pour assurer, on va dire, toute la partie administrative et le suivi. Et la particularité de Prévence par rapport à la plupart de nos confrères, c'est qu'on est une équipe 100% salariée. Bien souvent, nos confrères sont plutôt sur des modèles de sous-traitance, freelance, etc. Prévence est une équipe 100% salariée avec pour objectif de garantir ce que l'on appelle le style Prévence. Qu'est-ce que c'est que ça, le style Prévence? C'est quoi le style Prévence? Le style Prévence, si je veux prendre un petit peu le début, déjà la mission de Prévence, c'est de sauver des vies. Voilà, ça c'est la mission. Pourquoi Prévence existe? C'est pour sauver des vies. Maintenant, comment on arrive à sauver des vies? Eh bien, c'est en déclenchant des électrochocs, comme je disais tout à l'heure, allumer les petites lumières. Et pour arriver à déclencher des électrochocs et travailler sur les comportements, on a développé un style qu'on appelle le style Prévence, qui est une manière finalement d'aborder ces sujets pour arriver à embarquer les équipes, pour arriver à déclencher des électrochocs. Ce style Prévence, il a été développé, renforcé, amélioré depuis des années avec l'équipe. C'est ce qui permet, c'est ce qui fait la grande différence aussi avec nos confrères. C'est un style adopté par toute l'équipe et qui permet de garantir d'ailleurs à nos partenaires que quel que soit l'intervenant, on aura du style Prévence dans l'animation. Le style Prévence, c'est une façon d'animer. Le style Prévence, c'est une philosophie, une façon de penser. Alors, on dit pas qu'on a raison ou qu'on a tort par rapport à nos confrères, mais c'est notre style. Voilà, c'est notre façon de faire pour arriver à sauver des vies. C'est ça la finalité, quoi. Exactement. Et quand on regarde quelquefois des résultats sécurité d'une entreprise, et souvent c'est assez pertinent de le visualiser avec un démarrage de projet, 3-4 ans après, l'entreprise a gagné, on va dire, a évité 100, 150, 200 peut-être accidents avec arrêt. Eh bien sur ces 100, 150, 200 accidents, peut-être qu'il y en aurait eu de graves, voire terribles. C'est statistique, de toute façon. Oui, il y aurait eu des accidents graves, voire mortels. Donc, on sait qu'on a réussi à éviter des accidents mortels, des accidents graves. Ça, on le sait, c'est statistique. Maintenant, on ne sait pas combien. C'est ça. Ce que l'on sait, par contre, c'est tout ce qu'on n'a pas réussi à éviter. Et ça, c'est toujours ma plus grande frustration avec nos partenaires, où il y a encore des accidents qui se produisent. Et ça, tout ce qu'on n'a pas réussi à éviter, on le sait. Tout ce qu'on a réussi à éviter, on ne le sait pas vraiment. C'est ça. Et si on regarde la campagne actuelle de l'État sur l'accidentologie au travail, on rappelle les chiffres, 2 accidents mortels par jour en France et 100 accidents graves par jour également au travail en France. C'est terrible. C'est terrible et je suis bien content de voir que il y a cette campagne très forte là qui est en train d'être lancée. Qui doit permettre de sensibiliser les dirigeants, les entreprises au développement de cette culture sécurité. Donc c'est une très bonne chose. Ouais. La campagne est démarrée depuis quelques semaines seulement. Et je le sens déjà, et je le ressens déjà dans les entreprises. Quand je croise des salariés, ils se rappellent des chiffres parce qu'effectivement, ils ont vu la campagne de pub à la télé. C'est terrible, hein. Et pourquoi avoir attendu tant de temps? Parce que on a eu énormément de campagnes sur la sécurité routière depuis 50 ans. Et au travail, c'est la première, je crois. Alors, je pense que c'est la première. Comme tu dis, Hugues, la sécurité routière était devenue une priorité. Alors, je pense à l'origine, c'était notre président Jacques Chirac qui avait renforcé cette partie-là. Là, on démarre sur la partie sécurité au travail. Une vraie campagne qui est lancée. Alors, il y en a eu sans doute d'autres, mais celle-là, a priori, est un cran au-dessus, je dirais. Concernant la sécurité à la maison, dans les accidents domestiques, 20 000 morts chaque année en France dans les accidents domestiques. Aujourd'hui, j'ai pas en tête qu'il y ait une grosse campagne sur le sujet. Ça arrivera, certainement. Ça arrivera certainement un jour. Mais effectivement, c'est 20 000 morts par an, 11 millions de blessés aussi par an à la maison. C'est terrible. Quels sont les outils spécifiques à Prévence? Parce qu'effectivement, on a parlé du déploiement, du diagnostic. Derrière, alors, qu'est-ce qu'on met en place derrière pour
développer la culture, la sensibilité, autant managériale qu'au niveau des équipes? Alors, ce qu'on a développé chez Prévence, au style Prévence, je le reprécise, ce sont des outils de diagnostic, des outils pour impulser des projets santé-sécurité, des approches, des outils pour renforcer le leadership sécurité des managers, également des outils, des approches pour travailler sur la notion de sécurité comportementale, et notamment avec le concept vigilance-attitude. Qu'est-ce que c'est que ça, la vigilance-attitude? Alors, on travaille beaucoup sur la sécurité en cherchant à respecter les obligations réglementaires par la technique. Comme je l'évoquais tout à l'heure, voilà, il faut trouver un bon équilibre aussi en travaillant sur l'humain. Et vigilance-attitude, c'est fait pour travailler sur l'humain. Pour nous, c'est un axe indispensable pour progresser et pour apporter aussi un regard différencié sur la sécurité. La sécurité, c'est souvent perçu comme quelque chose de pénible, contraignant, pas intéressant. Et nous, justement, on cherche à développer des approches pour embarquer les équipes, rendre le côté beaucoup plus fun, beaucoup plus intéressant et vraiment développer un état d'esprit sécurité et au sens positif du terme. Dans toutes les strates de l'entreprise, c'est-à-dire du directeur jusqu'au salarié, quoi. Exactement. Et il faut avoir en tête que dans une grande partie des cas d'accident, on peut éviter soi-même l'accident, qu'on soit au travail, à la maison ou en voiture. Et dans nos approches, on va travailler beaucoup sur l'approche nudge. C'est quoi ça, le nudge? Ah ouais, le mot nudge. Alors, il faut que je raconte l'histoire quand même, mais le nudge, l'origine du nudge, c'était dans les toilettes à l'aéroport d'Amsterdam, où ils ont eu l'idée de dessiner une mouche au centre de l'urinoir pour inciter les personnes à viser la mouche. Ça surprend, bien souvent comme exemple. Et pourquoi? Et donc, pour inciter les personnes à viser la mouche, et ça a permis de diminuer. Alors, les chiffres que l'on voit circuler, c'est 30%. Voilà, ça a permis de diminuer de 30% les coûts d'entretien dans les toilettes. Le nudge, ce sont des techniques pour inciter les personnes à changer leur comportement sans jamais leur dire ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Les personnes doivent toujours avoir le choix, ce qui permet de rechercher l'adhésion. Plutôt que l'obligation. Plutôt que l'obligation, tout à fait. Et Prévence s'inspire énormément du nudge pour développer ces outils, ces approches. Et c'est ça aussi qui fait la différence, je pense. C'est ça, c'est inciter plutôt que d'obliger, d'imposer, comme tu dis, en mettant des règles. La personne a toujours le choix. Tout à fait. Et on va plutôt rechercher l'adhésion plutôt que de chercher à imposer. Et au travers de ça, on a aussi développé tout un panel d'outils pour aider les managers à entretenir nos concepts dans la durée. C'est-à-dire que par la suite, l'idée, c'est qu'il n'ait plus besoin de nous et que d'eux-mêmes, ils sachent animer et entretenir la vigilance attitude dans le temps avec leurs équipes. Voilà le concept de la vigilance attitude. Mais ça, c'est un point quand même que tu dis qui est important, c'est si on ne travaille pas effectivement cette méthode, parce que c'est une méthode dans le temps, effectivement, on la perd. Il faut que ça devienne un réflexe. Il faut que ça devienne un réflexe, et donc ce programme Vigilance Attitude, certes, c'est une formation au départ, mais c'est pas une fin en soi, c'est même le début de l'aventure. C'est ça. Et après, c'est justement arriver à entraîner, à aider les managers à entretenir ça dans la durée, et qu'ils deviennent complètement autonomes et développer un réel état d'esprit sécurité collectif dans l'entreprise. Et la force aussi de l'outil, c'est comme tu le disais un peu entre guillemets tout à l'heure, c'est que oui, il y a le domaine professionnel, mais effectivement la vigilance attitude va largement au-delà du domaine professionnel. La route, la maison, les loisirs. Effectivement, quand cette méthode-là est dans notre tête, on la travaille, quel que soit le moment, l'endroit, ça devient un réflexe. Ça devient un réflexe, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc on travaille sur les accidents que les personnes ont pu avoir à la maison, dans leur voiture, et après on fait des parallèles avec le travail. D'ailleurs, les personnes apprécient d'autant plus d'évoquer la sécurité sous cet angle, à la maison, en voiture, et mieux comprendre leur fonctionnement au quotidien dans les entreprises. Ça revient au premier épisode effectivement de ce podcast Sauvons nos vies où je parlais de culture sécurité, et c'est ça en fait, c'est comment apporter de la sensibilité aux personnes sur ce sujet-là pour se poser les questions et de se dire, puisque effectivement la majorité des accidents sont d'origine humaine, j'y vais ou j'y vais pas quoi. Mais j'ai toujours le choix. J'ai toujours le choix. Et ce qui est super aussi, c'est qu'on entend régulièrement des témoignages à l'issue de nos formations où une personne, par exemple, j'ai en tête récemment,
une mère de famille qui m'a dit, moi j'ai transmis tout ça à mes enfants, la formation que j'avais pu suivre. En plus, elle avait la bande dessinée sur la vigilance attitude, donc elle aura pu leur expliquer le concept, et elle a trouvé ça génial, et leurs enfants, voilà, lui en parlent. Et donc, je trouve que ça fait des petits, et voilà. Et ça doit aussi, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est comment amener cette sensibilité, cette culture sécurité aussi aux enfants. Ça, c'est aussi primordial pour sortir de ces 20 000 accidents mortels domestiques aussi par an. Ta plus grande satisfaction depuis 2011 que Prévence existe? Alors, c'est, je dirais, l'agrandissement de l'équipe. Voilà, on a des nouvelles personnes qui arrivent régulièrement, des talents. On n'a que des talents chez Prévence. Donc, c'est le grandissement de l'équipe. Et puis, la reconnaissance que Prévence peut avoir aussi à l'échelle, je dirais, nationale aujourd'hui. Voilà, ce sont mes deux grandes satisfactions. Ce qui me fait le plaisir de regarder dans les rétroviseurs, comme on dit. La reconnaissance, ouais. Cette reconnaissance que Prévence, alors non, c'est pas moi, c'est Prévence, c'est l'équipe, hein. Voilà, c'est la reconnaissance de Prévence et de toute l'équipe que l'on peut avoir avec tous les témoignages que l'on a régulièrement sur ce que l'on fait de la part de nos clients. Ouais. Alors ça, c'était le positif. Maintenant, plutôt le verre à moitié vide. C'est quoi ta plus grande frustration ou déception? Les plus grandes frustrations, peut-être pour certains partenaires où on n'a pas réussi à obtenir les résultats qu'on s'était fixés au démarrage du projet. Voilà. Toujours un peu frustrant de ne pas obtenir les résultats qu'on avait en objectif. Alors après, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas sur une science exacte. Voilà, il y a des événements qui peuvent perturber les démarches. J'ai cité quelques exemples tout à l'heure. Ouais. Voilà, c'est frustrant. Maintenant, il faut faire avec. Et puis il faut arriver à rebondir, arriver à se remettre en question, à changer, faire évoluer plutôt nos approches, nos méthodes, nos outils, nos façons de faire. À chaque fois, on est sur des challenges. Donc voilà, il y a eu quelques frustrations, mais je pense très peu comparé à toutes les grandes satisfactions qu'on a pu avoir depuis 13 ans. Alors maintenant, si on arrête de regarder dans le rétroviseur et si on regarde devant, quels sont les principaux futurs projets pour futurs outils peut-être aussi pour Prévence? Alors, avec l'équipe, on travaille en permanence sur des sujets d'amélioration continue de nos approches, qui existent déjà chez Prévence. Donc, notion d'amélioration continue, ça fait partie intégrante de notre ADN. Mais l'innovation aussi. Et on est en veille permanente sur les nouvelles technologies. On teste actuellement des solutions. Alors, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. C'est encore trop tôt. Et voilà, c'est un mix entre de l'amélioration continue sur ce qu'on a déjà mis en place, on cherche à améliorer, et de l'innovation avec des pistes sur lesquelles on travaille actuellement, mais c'est encore trop tôt pour en dire plus. Ok. Alors maintenant, je suis directeur, encore une fois, manager en sécurité, j'écoute ce podcast, j'aimerais en savoir plus. Comment puis-je me renseigner? Comment je peux prendre contact avec Prévence? Alors, il y a deux possibilités, soit en nous contactant directement, on a toutes nos coordonnées sur notre site internet prévence.fr, mais j'invite, et je préfère même cette deuxième voie, j'invite les personnes à contacter directement nos partenaires pour savoir comment fonctionne leur démarche avec l'aide de Prévence. Alors là aussi, on a des noms d'entreprises qui sont sur notre site internet. Plutôt que nous, on explique ce qu'on peut être amené à faire, le mieux, c'est que ce soit nos partenaires eux-mêmes qui témoignent finalement de ce que Prévence leur a apporté. D'accord. Mais même à titre individuel, c'est généralement comme ça qu'on fait aussi. On a toujours tendance à demander des renseignements parallèles plutôt qu'en direct. C'est toujours une approche assez pertinente. Est-ce que tu auras un message complémentaire que tu souhaites faire passer puisqu'on nous arrivons quasiment au terme de cette interview? Oui, par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, c'est que les progrès en matière de prévention passeront par un juste équilibre entre la technique, l'organisation et l'humain. Prévence a fait le choix de se focaliser sur l'humain parce que pour moi, c'est le levier sur lequel on a le plus à gagner. Ok, d'accord, donc l'humain en premier, même si effectivement la technique n'est pas à négliger non plus. On commence généralement par ça, il faut un minimum de technique, mais derrière c'est l'humain qu'il faut travailler. Ok. Technique, conformité réglementaire, oui, voilà. Et le levier humain est un levier important.
Et puis ce que je dis souvent aussi, c'est ne cherchez pas l'usine parfaite, elle n'existe pas. Je l'ai jamais croisée. Donc on peut toujours faire de la technique, on n'arrivera jamais à la perfection. Et à partir du moment où il y a encore des humains dans l'entreprise, le facteur humain sera toujours présent aussi. C'est ça qu'il faut se dire. Ouais. Merci Julien pour cet échange, cette interview. Merci Hugues. La conclusion, c'est pour les personnes qui sont intéressées, c'est www.prévence.fr. Voilà, ça c'est la porte d'entrée. Après, tout est indiqué sur le site pour prendre contact avec toi, avec Johan. D'accord ? Bonne journée à toi. Merci Hugues, bonne journée et sauvons des vies. Et sauvons des vies. Et sauvons nos vies aussi. Allez, au revoir. Et sauvons nos vies. À bientôt. Cet épisode arrive à son terme, j'espère qu'il vous aura bien sûr intéressé. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et de pourquoi pas nous laisser un message, un avis sur notre page LinkedIn. Nous ne manquerons pas d'y répondre. Page LinkedIn, sauvons nos vies bien sûr. La semaine prochaine, nous parlerons de tête ailleurs. Qu'est-ce que ça peut être ? À très vite, excellente semaine à vous et en attendant, sauvons nos vies.